Le sentiment qu'on éprouve de sa grande insuffisance, dans des circonstances si extraordinaires et si solennelles, est une indicible souffrance. Il est excessivement pénible, en effet, de ne pouvoir toujours ni soulager ceux que l'on a devant les yeux, ni arriver à ceux qui vous réclament avec supplication. Le traumatisme psychique du sauveteur est pendant longtemps resté ignoré, voire tabou. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que certaines organisations humanitaires commencent à s'en préoccuper et mettent en place des programmes de soutien psychologique destinés à leurs employés. Il est intéressant de relever que l'action humanitaire elle-même est née d'un traumatisme, celui de Henri Dunant, impuissant face à l'agonie de dizaines de milliers de soldats blessés sur le champ de bataille de Solferino. En fait, l'histoire de Dunant est fantastique pour comprendre l'histoire du trauma et l'évolution aussi de cette notion pendant ces 150 ans. Dunant, en réalité, avait tout compris et avait tout dit dans son livre « Souvenirs de Solferino ». Dunant, il a 31 ans quand il est à Solferino. Il pense à ses moulins, il pense à l'argent et il ne pense pas à la mort. Mais là, tout à coup, il perçoit cela. Et ça, c'est vraiment fondamental. Le traumatisme arrive toujours par une perception sensorielle. On entend, on sent, on voit le néant ou la mort. Et ça c'est ce qui arrive à Dunant. L'activité forcée et incessante que l'on s'impose dans des moments pareils donne une énergie nouvelle et suprême qui crée comme une véritable soif de porter du secours au plus grand nombre possible. On ne s'affecte plus devant les 1000 tableaux de cette formidable et auguste tragédie. On passe avec indifférence devant les cadavres les plus hideusement défigurés. Mais il arrive que le cœur se brise parfois tout d'un coup, et comme frappé soudain d'une amère et invincible tristesse, à la vue d'un simple incident, d'un fait isolé, d'un détail inattendu, qui va plus directement à l'âme et qui ébranle toutes les fibres les plus sensibles de notre être. Dunant raconte ce que beaucoup d'humanitaires n'osent plus raconter. Il raconte sa souffrance personnelle face à la vue de tous ces blessés. Il prévoit comment il faudrait aider les sauveteurs. Et il dit remarquablement, il faudra prévoir des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés, mais aussi de caractère chevaleresque, prêts à braver les mêmes dangers que l'homme de guerre. Et là, il a tout dit. Et il a montré qu'en réalité, le sauveteur est comme un soldat, le troisième combattant, et qui va donc souffrir, être atteint des mêmes souffrances psychologiques que le soldat. La première institution à s'intéresser au traumatisme psychique, c'est l'armée, et ce, dès la fin du XIXe siècle. Mais c'est surtout pendant la Grande Guerre que se met en place la doctrine de la psychiatrie militaire et que les soldats traumatisés sont pris en charge. Un psychiatre américain, Thomas Salmon, formule alors un certain nombre de principes simples qui font encore école aujourd'hui. Il s'agit de la psychiatrie dite de l'avant. Salmon est un médecin psychiatre américain envoyé par les États-Unis avant qu'ils entrent en guerre sur le front français et anglais pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils prenaient en charge les soldats blessés. Et c'est là que Salmon observe et écrit son fameux rapport avec les 5 principes qui forcément nous ont guidés, nous les humanitaires, pour tenter de mettre en œuvre le meilleur des soutiens. Et les 5 principes de Salmon sont l'immédiateté, il faut prendre en charge les soldats tout de suite, la proximité sur place, la simplicité, sans outils de thérapeute, sans médicaments, à l'époque ils n'existaient d'ailleurs pas, sans rien du tout, simplement expectative et ou espérance. Ça, c'était de la bonne idée de Salmon, c'est qu'il fallait transmettre l'espoir aux soldats que c'était qu'une crise qui allait s'arranger. Et puis le dernier, c'est la centralité, c'est-à-dire qu'il faut organiser des secours dans un hôpital psychiatrique, mais que ce sont les soignants qui se déplacent vers les blessés. Alors ces principes qui se redécouvrent de guerre en guerre, hein, on les oublie entre 14-18 et 39-45, on les remet en place en 39-45. Moi personnellement, ou d'autres personnes qui s'occupaient de soigner les humanitaires, guidés dans l'idée qu'il fallait tenter de les soutenir, non pas au retour en France ou dans leur pays, mais sur place.
et qu'il fallait le faire simplement et qu'il fallait le faire rapidement. La guerre du Vietnam va constituer un autre tournant avec la description du PTSD, le trouble de stress post-traumatique subi par les vétérans. Le PTSD sort alors du giron militaire et fait l'objet d'une prise de conscience plus générale par la société et les institutions civiles. C'est dans ce contexte que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, décide en 1992 de mettre en place un programme de soutien psychologique pour ses employés. L'augmentation du nombre d'humanitaires envoyés sur des terrains difficiles, comme le Libéria, la Sierra Leone, la Bosnie, la Tchétchénie, le Rwanda, pousse l'institution à s'occuper des blessures psychiques de certains de ses employés. Le docteur Barthold Birens de Haan est alors chargé de mettre en place ce programme pour y répondre. Lorsque j'ai commencé mon travail au CICR, le directeur général du CICR était un médecin, Peter Fuchs, zurichois, qui avait une certaine sensibilité à la souffrance psychologique des délégués. Il en avait beaucoup qui étaient de ses amis et les voyait revenir du terrain de plus en plus brisés, notamment des missions en Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone, au Libéria. Et puis c'était le début de la confrontation en ex-Yougoslavie. La première préoccupation était de ne pas jouer à ce qu'on raconte, le presser le citron et le jeter après, c'est-à-dire à épuiser psychiquement le délégué. Ce qui nous préoccupait beaucoup, c'est qu'il revienne et qu'il se sente soutenu par l'institution, compris et soutenu par l'institution, et qu'il puisse, s'il le désire, repartir en mission. Parce qu'il faut bien comprendre que ceux qui n'étaient pas pris en charge quittaient l'institution et que nous les perdions de vue et que parfois ça tournait mal. Donc l'idée c'était, si tu veux, d'être aussi humanitaire au sein de l'institution. Mais il a fallu rompre un certain tabou. Il a fallu faire accepter l'idée que faire un travail humanitaire pouvait être déstructurant, angoissant, pénible, alors qu'avant c'était su, mais c'était tu. Assez rapidement, on a pris conscience que le trauma n'était pas la seule raison de souffrance des gens sur le terrain. Il y avait d'autres stress. Et on a, lors d'une mission en ex-Yougoslavie, où on a pu aller de délégation en sous-délégation, faire le tour de toutes ces popotes et de faire une statistique, on s'est rendu compte que, à notre stupéfaction, le stress dont souffraient le plus les gens sur le terrain n'était pas d'ordre traumatique lié à la guerre, mais était lié à la confrontation quotidienne avec leurs collègues ou avec des chefs qui n'avaient pas toujours la compétence nécessaire. On a qualifié cela de stress de base parce qu'il est ubiquitaire dans l'humanitaire et qu'il est celui qui pose le plus de problèmes encore maintenant. Le deuxième stress qu'on a décrit, qui n'avait rien à faire non plus avec le trauma, c'était l'idée que, même si à Sarajevo on n'était pas visé tous les jours, l'idée d'être enfermé, d'être épuisé en quelque sorte par des circonstances de guerre sans chauffage, avec une alimentation déficiente, etc., nécessitait un retrait du terrain assez régulièrement pour se ressourcer. Et donc on a décrit ce stress cumulatif qui est l'accumulation en quelque sorte de petites situations insupportables. Et finalement, le dernier stress, c'était le stress traumatique. Suite à ce travail d'analyse, le programme de soutien est mis en place, nourri par l'expérience des psychiatres militaires. Les cadres seront formés à gérer les émotions de leurs collègues et à identifier les symptômes de stress. Le personnel de terrain sera, lui, briefé avant son départ en mission et un débriefing sera organisé à son retour. En cas d'événement potentiellement traumatique pour l'ensemble de la délégation, le siège enverra quelqu'un sur place. Par ce programme, le CICR reconnaît les risques psychiques liés au métier même d'humanitaire et tente donc d'y répondre. Ce n'est pas le cas de toutes les organisations humanitaires où de tels programmes n'existent pas. Alors même que nous considérons que ça fait partie de la professionnalisation du métier, de soutenir les humanitaires qui partent sur le terrain, certaines ONG s'y opposent parce qu'elles perdent, selon elles, le côté militant, ingénu, engagé de la personne qui devrait résister à cette violence. Il n'y a aucune raison de penser qu'un engagement politique, qu'un militantisme ou qu'une foi qu'on va transformer le monde va te protéger contre cela. Et curieusement, il y a encore des ONG qui pensent qu'il faut soutenir cette naïveté juvénile et cet engagement politique et que psychiatriser, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais soutenir plutôt que psychiatriser les gens au retour,
c'est leur faire injure. Une mission humanitaire est un cadeau formidable si on veut, comme le dit si bien Xavier Emanueli, s'initier à la vie tragique. J'aime beaucoup Camus, alors je le cite souvent. Il a tout résumé, lui, dans La Peste. Il a dit, le jeu de la peste et de la vie, qu'est-ce que cela apporte aux hommes? Et il a dit, ça leur apporte la mémoire et la connaissance. Bon, et ensuite il rajoute un peu plus loin, qu'est-ce que la connaissance? Et la connaissance, pour Camus, c'est une image de mort et une chaleur de vie. Et c'est exactement cela que t'apporte l'humanitaire. Une image de mort et une chaleur de vie, et il faut intégrer les deux, et il faut se dire que, voilà, la suite de l'existence, ça va être cela. Il va falloir supporter cela, mais c'est aussi tout l'essentiel de la vie. C'est certain que tout ce que je te décris, ça fait partie du monde occidental, judéo-chrétien si tu veux, Freud, et puis les psychiatres américains, etc., qui ont mis ça en place. Et un Birman, un Thaï, ou un Sri Lankais, ou un Africain va réagir différemment. À nous de savoir maintenant le déceler et de mettre des programmes en place pour comprendre que nos employés nationaux souvent se réfugient dans le silence. Et encore plus que les Occidentaux n'ont pas, estiment que c'est une terrible violence que d'aller les faire parler. Je me souviens qu'au Rwanda, ils nous ont dit, quand on faisait des débriefings, mais taisez-vous et arrêtez de nous faire parler, laissez-nous dans notre chagrin et dans notre silence. Mais l'enjeu est totalement vrai et difficile. Comment aider nos collègues nationaux? Comment les aider au mieux? Et là, il faut que nous adaptions des programmes en fonction des cultures. Et ce n'est pas facile à mettre en place. Je pleure parfois accroupi dans la baignoire. Mes pleurs se mélangent divinement bien à l'eau de rinçage. Et puis je verse toutes ces eaux sales dans les toilettes, évacuant du même coup mes excréments à l'égout de la ville. Il est fondamental dans de telles circonstances, pour son propre équilibre mental, de pouvoir évacuer sa propre merde avec ses propres larmes. Le pH du corps entier, le pH de l'âme aussi, redevient normal. L'acidité de la nuit disparaît et on peut à nouveau marcher sans tituber.